Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 22 novembre 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver. Alors chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le cap, que vous gardez le positivisme, l'optimisme, alors que le marché crypto s'enfonce petit à petit, toujours bouleversé. Bouleversé, triplement, 3 fois bouleversé par d'abord la personnalité d'un homme, un escroc, SBF, et la faillite de FTX qui continue de provoquer une crise de confiance générale vis-à-vis du marché crypto. Alors, je ne vais pas là dans cette vidéo répéter que c'est dommage, patati patata. Je vais vous proposer un état des lieux global du marché crypto. Où en sont les indicateurs d'infrastructure du marché crypto, son squelette, sa structure interne. Quels sont d'ailleurs ces indicateurs d'infrastructure? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous du point de vue du volume, de la participation? Où en sommes-nous du point de vue du momentum, de différentes façons de mesurer l'écart à la moyenne? Où en sommes-nous de l'action des prix, du chartisme, des vagues d'Elliott, des objectifs théoriques? Bref, où en sommes-nous partout? Et je vais catégoriser ça. Alors, concernant l'affaire FTX, moi je vous renvoie vers, je vais aller sur la chaîne Cryptost, je vous renvoie vers l'excellente vidéo. L'excellente vidéo FTX, pourquoi? Le point sur la faillite du géant en 3 actes. L'excellente vidéo réalisée par Valentin et Simon sur Cryptost. Franchement, en plus Valentin explique hyper bien. Tout est clair, tout est récapitulé. Et puis vous avez le récap crypto publié hier lundi qui donne les dernières informations. Alors d'ailleurs au passage, si vous souhaitez protéger vos cryptos, vous avez dans la description le tout premier lien, un des tout premiers liens qui vous permet d'acquérir un ledger avec un gain avec 30 dollars en BTC qui sont offerts. Le lien se trouve dans la description et puis ça vous mène vers ça. Obtenez jusqu'à 30 dollars en BTC pour l'achat d'un ledger. Voilà, toutes les informations sont en bas. Alors, bon, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? Écoutez, ça sert à rien de s'arracher les cheveux tous les jours pour se demander où se fera le point bas. Personne ne le sait. Enfin si, le point bas se fera le jour où une configuration de renversement haussier sera validée. En attendant, on peut toujours mesurer un certain nombre d'éléments, regarder comment se comportent les flux sur ce marché, que font les traders, que font les holders, où en sont les dépôts et les retraits sur les plateformes centralisées, ou même de manière plus globale, d'un point de vue historique, où en sommes-nous? Car, moi je vous le dis, le cours du Bitcoin, là, il est sur un plus bas historique. Alors me direz-vous, que raconte-t-il? Que raconte-t-il ce nigo sur un plus bas historique, alors qu'il est à 15 000 dollars? Mais d'un point de vue relatif, par exemple des écarts à certaines moyennes mobiles, des écarts à certains indicateurs, de toute sa jeune histoire de 13 années, il n'a jamais été aussi bas. Nous sommes en fait déjà dans un no man's land technique. Alors, où serions-nous s'il n'y avait pas eu l'affaire FTX? Mais ça, on ne le saura jamais. Avec les si, on peut tout refaire. Le fameux, vous savez, what if. Les anglo-saxons, ils aiment ça. What if. Et puis avoir des histoires alternatives. S'il n'y avait pas eu l'affaire FTX, est-ce que le marché sera à 25 000? Au final, un mal pour un bien. Cette affaire, en éclatant au grand jour, a permis d'écarter un mouton noir du marché et de l'écosystème. A permis d'écarter une personnalité qui, à un moment ou un autre, aurait fait exploser le système. Donc voilà, d'une certaine façon, c'est une purge. Au-delà de la purge des prix, est une purge endogène. Vous savez, dans une équipe, dans un bureau, je ne sais pas si parmi vous certains sont salariés, il y a toujours un mouton noir. Toujours quelqu'un qui est mal recruté, qui a des mauvais comportements, qui est jaloux, qui est aigri, qui est escroc, qui est ce que vous voulez, et qui peut perturber à lui tout seul le fonctionnement d'une équipe de 10, 15 ou 20. Eh bien là, on vient d'en écarter un. C'est pourquoi moi je reste convaincu que c'est la dernière pure, c'est la vague 5, c'est la dernière jambe de baisse avant le nouveau départ aussi.
Alors maintenant, on passe aux illustrations parce que j'ai essayé de faire un maximum de catégories. Donc en gros, ce que nous allons faire, le plan. Le plan est ici. Alors, je vais faire comme d'habitude. Vous savez, il y a les 4 crypto-monnaies. Donc cette semaine, BTC, ETH, BNB et c'est Solana. Mais avant ça, avant de regarder les graphiques de ces 4 tokens, et vous allez voir, j'ai fait le job sur ETH, BNB, Solana. Je vais vous donner les cibles théoriques. C'est vrai qu'en général, je les passe vite. Mais avant ça, on va analyser l'ensemble du marché par catégorie, par chapitre. Où en sommes-nous d'un point de vue des indicateurs d'infrastructure? Où en sommes-nous d'un point de vue des indicateurs de volume et de participation? Où en sommes-nous d'un point de vue du momentum de l'écart à la moyenne? Et enfin de l'analyse technique. Oui, cette fois-ci, je prends des notes et je lis mes notes parce que là, il y avait tellement de catégories qu'à un moment donné, on ne peut pas retenir tout par cœur. Alors, c'est parti, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, mes chers amis. Alors, oui, donc alors, le site Cryptost avec les 2 dernières vidéos sur FTX, allez-y, foncez. Et dans le lien de la vidéo, vous avez un lien spécial Cryptost qui vous permet d'avoir les réductions pour l'acquisition d'un ledger. Où sommes-nous d'un point de vue des indicateurs d'infrastructure? La première réponse, le thème du moment, ce sont les plateformes centralisées. Le premier indicateur, numéro 1, où on est la courbe des dépôts et des retraits chez les exchanges. Ça s'est stabilisé, enfin en grande partie grâce à Binance. Les autres, c'est moyen. Maintenant, je dirais que l'hémorragie, voilà, il y a un garrot qui a été fait. Très bien. Maintenant, il y a eu un retour de fonds chez Binance. C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour les solder à la première occasion? C'est quoi? Ça accumule? En tout cas, l'hémorragie est stoppée. Ça, c'est pas un point négatif. Je vous montre ici, alors je zoome, vous avez la courbe en jaune, le prix du Bitcoin, en vert, les dépôts. Voilà, les dépôts ont réaugmenté. Si vous regardez chez Binance, vous avez la liste des plateformes centralisées. Si vous regardez chez Binance, même sur 30 jours, c'est même haussier, hein, plus 70 000 BTC. Alors chez Coinbase, le numéro 2, c'est négatif, mais vous voyez que sur 7 jours ou sur 24 heures, ça commence à revenir. C'est fébrile, mais ça commence à revenir, donc l'hémorragie est stoppée. Maintenant, où en sommes-nous d'un point de vue plus global au-delà des plateformes centralisées? Alors regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Tout est disponible sur TradingView, vous avez sous les yeux, en bougie japonaise, le cours du Bitcoin. En orange, la balance des holders. En bleu, la balance des traders. Là, nous sommes dans une dynamique négative qui voit les holders, la balance des holders augmenter. Bon, voilà, hein, ils se mettent en dehors des exchanges, ils sécurisent leur crypto contre le risque de hack, par exemple. En fait, historiquement, tous les points de départ de bull market ont vu une stabilisation et une décroissance de la courbe de la balance des holders et une augmentation des traders. Les phases de décrochage baissier, une pontification de la courbe des holders et aussi des traders parce qu'ils viennent exploiter la vol pour trader. Nous sommes actuellement dans ce cas de figure. Donc là, il va falloir encore patienter. Voilà, donc là nous sommes, la courbe des holders en orange, ça se pontifie, les traders aussi. Regardez par exemple le départ haussier ici de mars 2019, c'était vraiment la dépontification des holders, ou encore le départ haussier d'octobre 2020, la dépontification des holders. Donc là, sur ce sujet, des indicateurs d'infrastructure, encore un peu de patience. Toujours sur le plan des indicateurs d'infrastructure, où en sommes-nous du point de vue de la volatilité? Alors, en orange, la courbe du BTC, en bougie japonaise, la vol. Je vous avais expliqué à l'époque ici que fin octobre, la vol était sortie par le bas de son range du bear market. Le bear market ayant commencé au printemps 2021 et vous aviez ici un super support de vol, vous le voyez. On l'a cassé, on l'a réintégré avec la sortie par le bas. Donc on a reproduit ici le schéma de 2018. Attention dans l'immédiat, on a réintégré, on revient dans le bas du range. Attention cette semaine à une nouvelle impulsion du fait d'un retour sur un gros support de volatilité. Maintenant, où en sommes-nous? Deuxième catégorie, où en sommes-nous d'un point de vue du volume et de la participation? Y a-t-il un retour des flux institutionnels, un désengagement,
où en sommes-nous? On va regarder les contrats futurs et les contrats d'options via la mesure de l'open interest. Nous allons regarder l'AUM chez les ETF, donc les fonds ETF, l'AUM pour Asset Under Management. Alors c'est parti, où en sommes-nous? Et oui, chaque mois, la banque américaine, Bank of America, fait une étude sur l'allocation d'actifs des gérants institutionnels et en particulier l'évolution de la part du cash dans le portefeuille des gérants. Est-ce que la chute depuis 2 semaines a amené les gérants dont la part du cash est sur des records pluriannuels? On est en train d'atteindre les records de l'explosion de la bulle spéculative en 2000-2001, je vais vous montrer ça. Est-ce que ces institutionnels considèrent que tout le cash qui est à leur disposition, est-ce que c'est opportun de revenir sur les actifs risqués comme les cryptos du fait du décrochage actuel? Pour l'instant non, mais je vous montre les datas. Je vous montre les datas. Alors, pour les ETF, bon, ici Purpose Bitcoin ETF, l'AUM, bon, bah, c'est un nouveau plus bas, hein, donc ça désengage pour les ETF, sans surprise, la confiance n'est pas encore revenue. Maintenant ici, la mesure en bleu de l'Open Interest et en jaune la courbe du Bitcoin, la mesure de l'Open Interest, la quantité de contrats futurs créés et pour toutes les cryptos, et le volume est en bas. Bon, je vous l'avais montré la semaine dernière, l'Open Interest était revenu sur de nouveaux plus bas annuels. Là, pour l'instant, le marché, les investisseurs attendent. Il n'y a pas une explosion des positions short. Ils se sont désengagés et le prix continue de reculer, mais la courbe de l'Open Interest, elle, reste parfaitement flat. D'un point de vue des données de funding, c'est aussi hyper équilibré. Alors, vous savez ce qu'est le funding, hein, c'est pour les trades avec effet de levier, le paiement des frais de financement quotidiens. Lorsque je regarde les données de funding BTC sur 1 jour ou sur 7 jours, eh bien, il y a un équilibre entre les frais de financement positifs et négatifs. Globalement, il n'y a pas de consensus. S'il y avait eu un consensus archi-baissier, moi j'analyse ces données de façon contrarienne. S'il y avait eu un consensus archi-baissier, je me serais dit que bon, c'était le bear trap et que ça va repayer. Là, c'est hyper équilibré. Et c'est typique d'un signe noir fondamental. Nous sommes dans une situation typique d'un signe noir fondamental. Nous ne savons pas encore si FTX va emporter dans sa tourmente d'autres acteurs financiers majeurs. Ça prend du temps. Donc là, bon, je sais que ça fait plusieurs mois que tout le monde est patient, mais là, bon, là il faut l'accepter. Il faut se lever le matin en se disant, bon, ça va prendre encore des semaines ou des mois. Moi, je pense qu'on fait exactement le même schéma que 2015. C'est même pas 2018 ou 2020. Si on prenait le cours du Bitcoin en 2015, ça va prendre encore plusieurs mois. Je vais vous montrer tout à l'heure le graphique. Troisième partie, où en sommes-nous d'un point de vue des indicateurs de momentum et d'écart à la moyenne? Alors, tout d'abord, le stock-to-flow model. Alors, vous savez ce qu'est le stock-to-flow model. Je vous rappelle qu'ici, vous avez... Alors, c'est un indicateur ici, le Bitcoin Stock-to-Flow Rainbow Indicator, qui est disponible sur TradingView. Vous pouvez taper exactement ce titre et vous le trouverez. Le prix du Bitcoin est ici, le stock-to-flow est ici. On peut s'interroger sur est-ce que l'écart entre la ligne du stock-to-flow et le prix du BTC est sur un excès? Eh bien, voici un graphique qui représente donc à nouveau le stock-to-flow model et le prix du BTC. Et regardez en bas, vous avez le spread relatif entre le prix du BTC et la ligne du stock-to-flow model. Eh bien, nous sommes sur un plus bas historique. Nous sommes passés, prenez une règle, vous pouvez mettre une règle, vous verrez bien, nous sommes passés sous les plus bas de 2012. L'écart le plus important entre le prix du BTC et la ligne du stock-to-flow model, c'était en 2012. On vient de passer en dessous. Encore une façon de dire que nous sommes sur un plus bas historique d'un point de vue relatif. Certes, pas d'un point de vue absolu, mais nous sommes sur un plus bas historique d'un point de vue relatif. Et la ligne du stock-to-flow model, que je mets dans la catégorie des indicateurs de momentum et d'écart à la moyenne. J'hésitais avec le mettre dans la partie infrastructure, mais ça me paraît différent. Toujours ces indicateurs d'écart à la moyenne et de momentum. Un deuxième que je vous montre, qui est vraiment des mathématiques de base, le momentum à 12 mois, ou ROC sur TradingView, Rate of Change, ROC, R-O-C, Rate of Change, taux de variation, valeur sur valeur de départ, divisé par valeur de départ, fois 100,
Boum. Le taux de variation, bon, on y est. Historiquement, jamais le BTC a perdu plus de 73,5% en un mois, en 12 mois. Là, il est à moins 72,5%. On n'est pas loin d'un nouveau plus bas historique aussi, là, d'un point de vue relatif. Opportunité ou pas, ça dépend de la confiance. Vous avez ici le rate of change à 12 mois. Regardez la valeur en haut à gauche. J'enlève la souris, vous allez voir. Moins 72,42%. Et le support est à moins 73,42. On arrive dessus. En dessous, c'est le no man's land technique. Une autre façon d'illustrer cet écart à la moyenne excessif, nouveau plus bas historique, vous avez ici la capitalisation boursière totale crypto. En jaune, la moyenne mobile à 200 semaines, la fameuse. Et ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 semaines. Jamais dans son histoire, jamais dans sa courte histoire, le cours du Bitcoin s'est situé si bas vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 semaines. Actuellement, moins 20% en dessous de la moyenne mobile à 200 semaines. Regardez la courbe. On n'a jamais été si bas. Nous sommes dans un no man's land technique. Nous y sommes déjà. Et c'est ça qui rend l'affaire un peu complexe. C'est que ces nouveaux ne sont pas perçus encore par la haute finance comme étant une opportunité. Je vous montre ici la part du cash dans le portefeuille des gérants institutionnels. Alors, vous avez un graphique ici donc, de la Bank of America, son étude mensuelle. Je suis allé récupérer les données de novembre 2022. C'est la même chose qu'octobre 2022. La part du cash représentant 6,5% du portefeuille des gérants. Nous sommes quasiment, alors on a même dépassé la part du cash de la crise sanitaire, de la crise financière de 2008, et on retrouve les niveaux de la bulle spéculative 2.0 du début du siècle. Eh bien, entre octobre et novembre, la part du cash n'a pas diminué. On aurait pu se dire que les institutionnels auraient pu voir dans la chute de certains actifs risqués comme les cryptos une opportunité, mais non. C'est bien la preuve qu'il y a un problème de confiance. L'affaire FTX est venue nous mettre le grain de sable de la confiance dans le problème du marché crypto, qui avait déjà des choses à régler. Bon, voilà. Donc voilà où nous en sommes. Ça ne sera maintenant plus qu'une histoire de confiance, car le cash est disponible. Maintenant, d'un point de vue technique, sur le cours du Bitcoin, c'est la VAC 5. C'est la VAC 5 d'ailleurs sur tous les tokens, sur tous les jetons. Vous allez voir, je vais vous montrer les cibles théoriques sur un certain nombre d'entre eux. Alors, pour le BTC, la 2, la 3, la 4, la 5, nous sommes dans la 3 de la 5. Plusieurs façons. Je vous remonte la façon la plus usuelle de calculer la cible théorique et de prendre, avec une extension de Fibo, l'amplitude de la 1 à la 3 au top de la 4. Voilà. Ça redonne toujours cette zone des 10 700. Le niveau de chartiste horizontal le plus puissant, c'est 11 500 $. Donc voilà, ça c'est plus ou moins ce que nous donne la théorie. 10 500, 11 500 $, est-ce qu'on ira ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait une VAC 5 tronquée? La seule façon pour dire qu'une VAC 5 ici serait tronquée, je vous montre, je n'avais pas affiché, voilà c'est là. La seule façon de dire que la VAC 5 est tronquée, c'est de réintégrer le plus bas de la 3. Et en clôture, en fait, bon, c'est comme d'hab, c'est de reprendre les 19 000, 20 000 $. Tant qu'on ne reprend pas à la hausse les 19 000, 20 000 $, cette VAC 5 se déploie vers sa cible théorique. Elle serait terminée si on reprenait les 19 000, 20 000. On peut aussi regarder en retracement, depuis le point bas de la crise sanitaire. Là, on travaille le 50% de retracement. Est-ce qu'on le brise ou pas cette semaine? Si on le brise, on va au 61,8 et oh, incroyable, le 61,8 nous donne les 11 500. Bon, voilà, sans dépassement de résistance, de toute façon, nous sommes toujours en phase corrective. Alors, pour ETH, alors rapidement en intraday le BTC, bon, j'avais une hypothèse de triangle, rappelez-vous en H4, on en est effectivement sorti par le bas, le mouvement baissier continue sa construction.
Il reste... Alors oui, ça, éventuellement, il y a des... Vous savez, les divergences. J'en trouve toujours plein des divergences. Mais il dit face à l'action des prix... Pour avoir, ne serait-ce qu'en intraday, un signal haussier, il faudrait réintégrer ce triangle. Pour avoir un vrai signal bullish, il faudrait reprendre les plus bas de juin dernier. Bon, en attendant, ce n'est pas le cas. Après, ça va peut-être arriver, hein, dans ce pessimisme si ambiant. Donc voilà, en intraday, on continue de construire ce mouvement. Alors pour ETH, vous avez ici l'open interest et le volume sur l'ensemble des contrats futurs ETH sur les différents exchanges. Notez, l'open interest est revenu sur ses plus bas annuels, ça stabilise. Il y a une forme de surperformance d'ETH vis-à-vis du BTC selon ce critère de l'open interest. On stabilise. Pour autant, il n'y a pas un afflux de capitaux qui y verrait une opportunité. Si même moi, de toute façon, je reste convaincu qu'à long terme, Ethereum, même si on va à 600, 700, alors 350, 400, c'est vraiment si là, il y a encore une énorme mauvaise nouvelle. Alors s'il y a un second FTX, on ira chercher 400 $. Bon, on va pas se projeter sur des choses comme ça, mais... Vous avez ici le graphique de THUSD en données hebdomadaires. Les 5 vagues sont ici. J'ai mis les extensions de Fibo. La 1, la 2, la 3, la 4. L'amplitude de la 1 au bas de la 3 au top de la 4. La cible théorique usuelle, c'est 700 $. Maintenant, vous avez ici le volume profile de toute la hausse de TH. Et le volume point of control, là où il y a eu le plus de transactions, c'est ici, 390-400 $, et qui était en fait cette zone aussi chartiste. Est-ce qu'on peut franchement aller jusque-là? Pour aller jusque-là, il faut une donnée fondamentale où ça me paraît trop violent. Mais sans dépassement de résistance, sans invalidation de la phase haussière actuelle, le marché reste sous pression. Alors, double bottom ou pas, bon, on va pas faire de plan sur la comète. Mais enfin voilà, pour ETH. Pour BNB, c'est plus simple, c'est un trading range entre 185-200 $ et les 400 $. Ce range, pour moi, il va tenir, hein, sauf effondrement de tous les exchanges. Donc, sur Binance, et je vous ai montré tout à l'heure les données de dépôt, ça surperforme. Revenir sur les 200 $, moi, j'y vois une opportunité. Donc, c'est un trading range. Lorsque le marché revient dans le bas du range, c'est une opportunité de long terme. Il peut encore y rester un certain temps. Solana a peut-être terminé sa 5e jambe. Vous avez ici Solana en données hebdomadaires. Une 1, une 2, une 3, une 4. J'ai reporté l'amplitude du top de la 1 au bas de la 3 au top de la 4. Boum, la mèche. Regardez comme c'est beau. La mèche, c'est 0,618 d'extension, la cible théorique. Il serait envisageable, eu égard à cet objectif théorique important, que Solana soit en phase et touché ici un point bas extrême sur le niveau des 11,60. Après voilà, ça reste une cible théorique la plus usuelle. En tout cas, là aussi, c'est clairement la vague 5, la dernière jambe de baisse. Comme pour tout le marché crypto, reste à déterminer son amplitude. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, gardons le cap. Et puis, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.